En marge des activités entrant dans le cadre du premier sommet Corée du Sud-Afrique, le chef de l'État, Faure Essosimna Gnassingbé, a eu à rencontrer des personnalités du monde économique et financier. Pour le compte de la jeunesse, il a eu aussi à visiter le Centre international IYF, une ONG qui intervient dans l'épanouissement de la jeunesse togolaise depuis des années. S'il y a un continent qui regorge de beaucoup de jeunes, c'est le continent africain. Le travail qui se fait dans ce centre et à travers ce centre dans le monde au profit de la jeunesse, pour moi c'est quelque chose d'essentiel, parce que dans ma région, ma sous-région de l'Afrique de l'Ouest, je vis les conséquences désastreuses d'une jeunesse ou d'un jeune, comme il a dit, qui n'arrive pas à réfléchir avant d'agir, qui ne se maîtrise pas. Et au nom du peuple togolais, je voudrais remercier mon ami et remercier tous les membres de ce centre. Selon le révérend pasteur Oxo Park, fondateur de l'ONG IYF, ce qui peut aider les jeunes à être de bons leaders de demain, c'est d'avoir la capacité de réfléchir avant d'agir en toute chose. Et cela doit faire partie des programmes d'éducation scolaire. Aujourd'hui, je suis très honoré de recevoir votre Excellence ici, dans notre centre. Nous sommes en charge de l'éducation pour le changement de mentalité des jeunes. Nous sommes en train d'échanger beaucoup de jeunes dans le monde entier. Et ce qui est le plus important pour les jeunes, c'est d'avoir la capacité de réflexion avant d'agir. S'ils peuvent réfléchir avant d'agir, ils peuvent aussi apprendre la maîtrise de soi. Alors, si on peut enseigner la capacité de réflexion, la maîtrise de soi pour les jeunes Togolais, si on peut aussi insérer cette éducation des changements de mentalité dans le programme d'éducation, je crois que ça va changer beaucoup de jeunes. Par ailleurs, le chef de l'État a saisi cette opportunité pour décider de l'avenir du pays sur le plan de la sécurité alimentaire et sur le plan du numérique et des investissements au Togo. Après les élections législatives et régionales couplées du 29 avril dernier, le Togo se prépare à lancer ses toutes premières élections sénatoriales. Et c'est le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires qui le précise dans une note adressée au préfet. Dans cette note ministérielle, il est demandé au préfet de prendre les dispositions nécessaires pour renseigner la Commission électorale nationale indépendante CENI sur les grands électeurs des sénatoriales. Ces grands électeurs seront constitués des conseillers municipaux et des conseillers régionaux. Transmises à la CENI, les informations sur les grands électeurs des premiers sénateurs togolais permettront à la Commission d'établir une liste des électeurs des sénatoriales. La note du ministre précise aussi que ces informations des électeurs, à savoir le numéro de la carte d'électeur et de leur copie, suivi d'un formulaire dûment rempli, doivent être déposés au ministère de l'Administration territoriale au plus tard le 7 juin 2024. Par ailleurs, les sénateurs ont un rôle important à jouer dans la gouvernance du pays avec l'adoption d'une nouvelle constitution. Selon les autorités en charge des élections, les sénatoriales sont prévues pour tenir avant la fin de cette année 2024. Les Togolais ont élu le 29 avril dernier pour la première fois leurs conseillers régionaux. Ils sont au total 179 conseillers régionaux élus qui, avec les conseillers municipaux, éliront dans les prochains mois les sénateurs. L'organisation de ces élections vient de parachever le processus de décentralisation entrepris il y a quelques années. En vue de préparer la prise de fonction des conseillers régionaux, le ministre de l'Administration territoriale, Odabalo Awate, a organisé une réunion en fin de semaine dernière avec des préfets et d'autres cadres pour accélérer les préparatifs. En effet, il s'agit pour les parties prenantes de s'imprégner des tests relatifs à l'organisation et la tenue de la première réunion des conseils régionaux et de les améliorer. Rappelons que le conseil régional s'occupe des affaires de développement de la région
région en lien avec les orientations faites au plan national. Il est élu pour un mandat de 6 ans renouvelable 2 fois. Au Togo, la campagne cotonnière 2023-2024 s'est conclue avec une production notable de 67 718 tonnes et un rendement moyen de 844 kg par hectare. Ces chiffres, révélés par la nouvelle société cotonnière du Togo, NSCT, indiquent une augmentation de 45% par rapport à la campagne précédente. La NSCT a mis en avant les performances améliorées de toutes les régions du pays. La société a également annoncé que cette campagne a généré des revenus bruts de plus de 20 milliards de francs CFA pour les cotonculteurs. Selon la NSCT, cette performance confirme le rôle essentiel de la culture du coton dans le développement rural et l'amélioration des conditions de vie des paysans togolais. Ces résultats illustrent non seulement l'engagement des producteurs, mais aussi les efforts conjoints des différents acteurs de la filière pour booster la production et la rentabilité du coton au Togo. Notons que malgré cette production record par rapport à la campagne précédente, le bilan laisse un goût amer chez les producteurs. En effet, toutes les régions du pays ont enregistré des performances en hausse, générant des revenus bruts dépassant les 20 milliards de francs CFA selon le groupe Olam. Toutefois, ces résultats encourageants ne suffisent pas à apaiser le mécontentement des cotonculteurs togolais. La gestion de la filière par le groupe Olam International est particulièrement critiquée. Les promesses de relance faites par le groupe peinent toujours à se concrétiser. La Fédération des cotonculteurs, qui regroupe aujourd'hui 5 unions régionales, 27 unions préfectorales et 3075 groupements de production, pour un total de 153 000 cotonculteurs, exprime sa frustration. Parmi les autres critiques adressées à Olam, qui détient depuis 2020 51% de la nouvelle société cotonnière du Togo, figurent des rendements stagnants malgré plus de 3 ans de présence, des dettes inexpliquées et des retards chroniques dans la distribution des intrants essentiels tels que les engrais et les pesticides. Arrivé avec l'espoir de doubler rapidement la production cotonnière togolaise, le groupe singapourien n'a pas atteint les objectifs fixés. La production a constamment diminué au cours des premières années de gestion par Olam, à l'exception de la saison 2023-2024 qui a connu une hausse notable. Les cotonculteurs togolais attendent désormais des changements concrets pour améliorer la filière et atteindre des rendements plus élevés lors des prochaines campagnes. Le retrait a officiellement commencé. Jugés indésirables par le régime nigérien, les soldats américains stationnés à Niamey font leurs bagages et quittent la base 101. Les équipements sont sur la piste, les transporteurs vont et viennent. Selon les autorités nigériennes, plusieurs tonnes de matériel ont déjà été rapatriées depuis la signature de l'accord sur les modalités du retrait le 19 mai 2024. Les deux parties rappellent que ce retrait des forces américaines n'aura aucun incident sur les relations actuelles entre la République du Niger et les États-Unis d'Amérique. Les deux pays demeurent déterminés à entretenir un dialogue diplomatique soutenu. Les troupes américaines devront toutes avoir quitté le territoire nigérien d'ici au plus tard le 15 septembre prochain. Les États-Unis disposaient d'environ 1 millier de soldats au Niger entre Niamey et Agadez, dans le nord du pays. Ils étaient principalement affectés à des missions de surveillance et de lutte antiterroriste. Le département américain de la Défense et le ministère nigérien de la Défense reconnaissent les sacrifices communs effectués par les deux nations dans la lutte contre le terrorisme. Alors que les États-Unis partent et perdent une position stratégique au Sahel, la Russie, elle, renforce sa présence dans le pays. Pendant plusieurs semaines, des soldats russes avaient même stationné à l'intérieur de la base 101 de Niamey avec les troupes américaines. Le départ des États-Unis fait suite au départ, lui aussi contraint, des soldats français. D'ici la fin de l'année, il ne devrait donc plus y avoir aucune force militaire de pays occidentaux au Niger. Ces bâtiments racontent la violence, les morts. Al-Mashrou est un quartier périphérique du centre-ville de Tripoli et ressemble à une ville fantôme. Quelques silhouettes s'y hasardent et au détour des rues, elles tombent sur des obus. Comme pour Aman et ses amis, blessés par une explosion.
Nous avons trouvé l'engin explosif dans un trou du mur. Nous l'avons ramassé et avons commencé à le manipuler. Un homme est alors arrivé dans la rue et nous lui avons dit que nous avions trouvé l'engin. Il nous a dit que c'était un engin explosif. Nous avons alors décidé de rentrer chez nous. Nous l'avons jeté, nous avons fait quelques pas et il a explosé. Pour s'assurer le contrôle de Tripoli et ses alentours, des factions rivales ont combattu des jours entiers, en laissant derrière des mines et des engins explosifs. Des civils sont revenus car la bataille est maintenant terminée depuis 4 ans, mais elle fait toujours des victimes. Des enfants souvent, comme ce père de famille le raconte. Il y a 5 jours, mon fils jouait avec 2 enfants du quartier. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'à 11h, ils trouvent un engin explosif et commencent à jouer avec. Malheureusement, cet incident a ajouté une nouvelle tragédie à la liste des victimes innocentes de ces guerres. Face à l'immensité du travail de reconstruction, les autorités implorent des aides pour désarmer et balayer la zone. Nous demandons à toutes les autorités impliquées dans cet incident, en particulier les services de sécurité en charge de ce programme, de fournir des équipements modernes tels que les drones. Avec ces moyens, nous pourrions saisir l'opportunité d'effectuer un balayage complet des terrains dans toute la région avec les parties concernées par cette question. En Libye, même quand les balles ne crépitent plus, le danger au détour d'un immeuble ou d'une ruine continue de guetter le moindre mouvement des civils. Il y a celles qui s'activent en cuisine et préparent le traditionnel couscous marocain. Et il y a ceux qui préfèrent évoluer en salle, au contact du public. Je me sens bien ici. Et un jour, je compte lancer mon propre projet, ouvrir un restaurant, un snack. Comme Ismaïl El Taba, la 60aine d'employés de ce restaurant est atteinte de déficience mentale. C'est la particularité de ce lieu situé à Salé, à une dizaine de kilomètres de Rabat. Tous ont suivi une formation adaptée de 2 ans en cuisine, en service ou encore en agriculture et élevage, car tous les produits travaillés dans ce restaurant proviennent d'une ferme attenante. Des personnes valides les encadrent. Fadwa Lamrani est serveuse depuis 8 ans et dépanne à l'occasion dans la boutique de vente de produits du terroir. Notre offre, menu à la carte, qui permet aux clients de composer leur menu, rencontre un franc succès le week-end. Nos clients apprécient surtout nos prestations et la qualité de nos services, ce qui les fidélise. Ils reviennent souvent. Ce projet, soutenu par des partenaires publics et privés, a été lancé en 2016. Et dès ses débuts, le choix a été fait d'en faire un lieu ouvert pour sortir les personnes souffrant d'un handicap mental de l'invisibilité. Cette démarche visait à mettre dans la lumière les efforts et le savoir-faire remarquable de ces jeunes dans les domaines du travail et de la production. Face à l'engouement, notre initiative s'est concrétisée par l'ouverture de 10 centres et projets supplémentaires qui offrent à ces jeunes des opportunités d'insertion professionnelle plus larges. Et parmi les quelques 220 Marocains et Marocaines formés dans ces centres, une quarantaine a été embauchée par des entreprises classiques. C'est tout l'enjeu de ces programmes, car les employeurs appréhendent souvent de recruter des employés souffrant de déficience mentale. Au Maroc, le taux de chômage des personnes handicapées est de plus de 47%, selon une enquête de 2014. Le Premier ministre haïtien a été hospitalisé samedi en fin de journée à Port-au-Prince, quelques jours seulement après sa nomination. Selon le gouvernement d'Haïti, Gary Conille aurait fait un léger malaise à la suite d'une semaine intense d'activité. Les raisons de l'hospitalisation de l'homme de 58 ans n'ont pas été précisées dans l'immédiat, mais certains médias citant des sources gouvernementales évoquent une légère crise respiratoire qui l'a conduit aux soins. Un communiqué officiel indiquait que son état était stable, sans plus de détails. Nommé il y a une semaine en remplacement d'Ariel Henry, le Premier ministre Gary Conille a prêté serment lundi à la tête d'un pays ravagé par la violence urbaine imposée par les bandes armées. Il a la lourde tâche de conduire le pays à des élections présidentielles. Convoi inhabituel à travers les montagnes du Fouta Djallon. Dans ces voitures, des officiels de l'ONU, de la CEDEAO et des fonctionnaires des ministères guinéens. Sous la pierre là, vous avez vu?
Sous cette pierre, c'est de là que l'eau sort. Une importante délégation sur le terrain pour constater la réduction du débit d'eau dans la région. Considéré comme le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, ce massif subit depuis quelques années une dégradation accélérée de ses ressources naturelles suite au changement climatique et aux interventions humaines. Pour toute action de développement, il faut faire d'abord le diagnostic. Et notre visite fait partie des premières étapes de diagnostic. Nous sommes venus voir, comprendre, parler aux autorités, parler aux communautés pour voir ce qui se passe. Une étape d'analyse qui devrait déboucher sur un plan d'action, car la situation est alarmante. Près d'ici, un village de 2000 habitants, il n'y a plus d'électricité et plus assez d'eau. En saison des pluies, il y a beaucoup d'eau, mais en saison sèche, tous les marais se tarissent, ce qui fait qu'on n'a plus d'eau pour arroser nos cultures. Si on aménageait le lit du fleuve pour stocker de l'eau et des engrais, ce serait beaucoup mieux. 2 forages d'eau ont été creusés, mais ils ne suffisent pas. Cette zone est pourtant primordiale, et pas seulement pour les habitants du village. Si nous avons l'eau à cet endroit, c'est la vie de trentaines de millions de personnes qui sont affectées directement et indirectement, c'est près d'une centaine de millions de personnes. Et je crois qu'il y a une urgence, il y a urgence de venir reverdir cette zone qui est dégradée. Il faut revenir rapidement pour qu'on mène des actions fortes, précises, adaptés au milieu. De retour de leurs inspections, les membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ont appelé les autorités à réagir. Invitons le gouvernement guinéen à porter la voix du massif auprès de ses pairs pour la mobilisation autour de la coalition régionale. Ce sera à la FAO, en collaboration avec la CEDEAO, de suivre la mise en œuvre de cet appel. Merci beaucoup.